Chers amis, bonsoir. Le cours d'aujourd'hui est réparti en deux séquences, toujours dans le cadre de l'instruction préparatoire. La première séquence est consacrée au contrôle judiciaire. La deuxième séquence va normalement porter sur la détention préventive. Donc la première séquence, le contrôle judiciaire. Au cours de l'instruction préparatoire, il peut apparaître nécessaire de contraindre la personne mise en examen de rester à la disposition de l'autorité judiciaire. Pour cela, on a créé deux mécanismes, le contrôle judiciaire et la détention préventive. D'abord, s'agissant du contrôle judiciaire, avant l'entrée en vigueur de l'actuel code de procédure pénale, le magistrat instructeur n'avait qu'une alternative à l'égard de la personne qu'il avait inculpée, soit la laisser en liberté avec le risque qu'il prenne la fuite, fasse pression sur les témoins, fasse pression sur la victime, ou bien ne détruise les preuves, soit l'incarcérer. Il est donc apparu qu'avant jugement, le recours à la détention est usuel. Et puisque le magistrat instructeur, à cette époque, n'avait d'autre solution que d'incarcérer la personne, il y a eu un emploi massif de cette mesure, parfois de manière abusive. Il a donc fallu imaginer une autre alternative, ce qu'a fait le législateur en 2002, car il a créé le contrôle judiciaire pour soumettre le mis en examen, laissé en liberté à diverses mesures de nature à garantir sa représentation en justice et à ne pas préjudicer aux investigations ainsi qu'à la sécurité des victimes. Mais pour éviter les abus, l'article 160 Code de procédure pénale précise pertinemment que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction, par exemple risque de fuite ou crainte que l'inculpé en totale liberté ne cherche à entraver le cours de la justice. La règle générale est donc que les individus doivent être laissés entièrement libres pendant le cours de l'instruction. Après cette présentation, certes très courte, il paraît important de s'interroger sur la décision de placement, grand A, et sur la durée, grand B. Alors grand A, la décision de placement. Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté, même si ce n'est pas un emprisonnement. Le juge d'instruction opte par le maintien en liberté de la personne. Cette mesure mérite d'être saluée car la détention préventive a un effet désocialisant et que ces effets à moyen et long terme sont plus néfastes en termes de prévention de la récidive. Donc, au lieu de penser à construire de nouvelles places en prison, qui demandent évidemment des moyens importants et qui est la conséquence de l'adoption d'une politique sécuritaire, il faut à la place imaginer des mécanismes qui favorisent le maintien en milieux ouverts. Par exemple, on a certes le contrôle judiciaire, mais on peut imaginer évidemment d'autres mécanismes parce que tout simplement, la prison ne règle pas le problème. Alors, même Meraï Dilmas Marty a employé le terme la magie du droit pénal. Chaque fois qu'on a besoin de sanctionner, on fait appel au droit pénal, alors qu'il y a aussi d'autres sanctions importantes. Il y a des sanctions civiles, il y a des sanctions administratives, et qui aussi permettent d'atteindre, bien évidemment,
l'objectif. Après, donc, la décision, pour traiter cette question de décision de placement en détention sous contrôle judiciaire, on va traiter la forme de la décision, les personnes auxquelles elle s'applique et le contenu de la décision. Alors, s'agissant de la forme de la décision du contrôle prend la forme d'une ordonnance prise par le juge d'instruction, l'article 160, alinéa 2, Code de procédure pénale. Cette ordonnance est notifiée immédiatement et verbalement au prévenu et au procureur du roi dans un délai de 24 heures. Elle peut faire l'objet d'un appel par la personne mise en examen et le procureur du roi dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue. La chambre correctionnelle de la cour d'appel doit statuer, c'est la chambre qui est saisie de l'appel bien évidemment, il doit statuer dans un délai de 5 jours à compter de la date de renvoi. Maintenant, concernant les personnes concernées par la mesure du contrôle judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement pour délit ou une peine plus grave et non pas uniquement une amende. Le juge d'instruction peut décider de placer la personne sous contrôle judiciaire aussi bien au début de l'instruction qu'au cours de celle-ci. On arrive au point le plus important, quelles sont les obligations qui sont imposées à la personne soumise au contrôle judiciaire. Ces obligations sont déterminées par le juge d'instruction ayant pris la mesure, qui peut les choisir dans une liste proposée par l'article 160 Code de procédure pénale, en veillant à ce que les obligations retenues soient adaptées aux nécessités de la procédure et bien évidemment liées à la personne mise en examen. La personne placée sous ce régime ne sera donc pas incarcérée, elle subira seulement certaines restrictions dans ses allées et venues et dans sa vie sociale. Le juge d'instruction peut à tout moment modifier en plus ou en moins les obligations individuellement imposées à l'intéressé placé sous contrôle judiciaire, l'article 160-3 Code de procédure pénale. Alors, quelles sont ces obligations ? Alors, la loi énumère toutes les mesures possibles et le magistrat instructeur choisira parmi ces mesures celles qui lui semblent convenir au cas qui lui est soumis. Alors, il y a des mesures qui, en quelque sorte, restreint la liberté de déplacement, ne pas sortir des limites territoriales, ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'à des conditions précisées par le magistrat, ne pas se rendre sur certains lieux liés à l'infraction. Des mesures aussi qui visent à protéger la société. Parmi ces mesures, s'abstenir de conduire un véhicule à certaines conditions, s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, ne pas se livrer à certaines activités professionnelles, sociales ou commerciales, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs ou d'ordre syndical lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités ou lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ayant une relation avec l'activité concernée. Quand l'activité est celle d'un avocat,
le procureur général du roi, à la demande du juge d'instruction, saisit le Conseil de l'ordre des avocats qui statue conformément aux dispositions des articles 65 à 69 de la loi relative à l'organisation du barreau dans un délai de 2 mois à compter de la date de renvoi. À défaut, le juge d'instruction prend lui-même la décision. Parmi aussi des obligations, ces obligations, il y en a des obligations qui concernent le fait de ne pas émettre de chèque, ne pas détenir une arme. D'autres mesures de contrôle, de présence, informer le juge de tout déplacement au-delà des limites déterminées, se présenter périodiquement à des services ou associations habilitées, répondre aux convocations de toute autorité, association habilitée et se soumettre le cas échéant à des mesures de contrôle portant par exemple sur ses activités professionnelles ou son assiduité à un enseignement, remettre tout document justificatif de l'identité. Pour rendre la fuite de l'intéressé moins facile, on peut l'obliger à remettre au greffe ou au service de police, bien évidemment quand récépissé, ses pièces d'identité et notamment son passeport ou son permis de conduire. Il y a des mesures d'examen ou de traitement médicaux, se soumettre à des mesures d'examen ou de traitement, notamment de désintoxication. Alors sur ce point-là, juste une précision, évidemment, dans ce cadre-là, il faut des partenariats assez forts avec toutes les structures de soins spécialisées sur des problématiques d'addiction, stupéfiants, alcool, mais aussi avec les services de psychiatrie, évidemment. Il y a aussi des mesures pour garantir l'indemnisation des victimes, justifier de la contribution aux charges familiales dans le cas de délai d'abandon de famille par exemple, obligation de constituer des sûretés personnelles au réel ou les dépôts d'un cautionnement, dont le montant et les délais seront fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen. Alors ces sûretés ou ce cautionnement visent essentiellement à garantir d'une part la représentation de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement ainsi que le cas échéant l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées. D'autre part, le paiement selon l'ordre suivant, la réparation des dommages, des restitutions, de la dette alimentaire, quand la personne mise en examen est poursuivie pour défaut de paiement de cette dette des amendes. Maintenant, on va parler de la durée du contrôle judiciaire. Alors, l'article 160 alinéa 1er Code procédure pénale précise que les obligations du contrôle judiciaire s'imposent à la personne mise en examen pour une durée de 2 mois. Une prorogation est possible pour une durée de 10 mois. Cependant, à tout moment, le juge d'instruction peut ajouter une ou plusieurs obligations auxquelles la personne mise en examen est astreinte, voire la dispenser à titre occasionnel ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. C'est l'article 160, alinéa 3, Code procédure pénale, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'inculpé ou de son conseil après avis du ministère public. Cette faculté permet d'adapter le contrôle judiciaire à l'évolution de la situation de l'intéressé et de maintenir son efficacité, mais l'ordonnance qui modifie le contrôle judiciaire est susceptible d'appel. Le juge d'instruction
peut aller encore plus loin et prononcer à tout moment la main levée du contrôle judiciaire qui peut être décidé soit d'office par le juge d'instruction, soit sur les réquisitions du procureur du roi, soit sur demande de la personne mise en examen par déclaration en greffe après avis du procureur du roi. Alors quelles sont les sanctions en cas normalement de violation des obligations du contrôle judiciaire? L'article 160-4 Code procédure pénale prévoit le cas où la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. Alors en pareil cas, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine encourue, peut décerner un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt en vue de placement de l'intéressé en détention préventive. Alors on va parler maintenant de la deuxième séquence, la problématique de la détention préventive.